bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art Talk. Moi c'est Anaïs et voici Rosamondra, mes chers acolytes qui sont là depuis le début. Bonjour. Et aujourd'hui du coup on accueille très chaleureusement Isis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art Talk. Moi c'est Anaïs et voici Rosamondra, mes chers acolytes qui sont là depuis le début. Bonjour. Et aujourd'hui du coup on accueille très chaleureusement Isis Sangaré. Hey, it's your girl Isis. Ok, t'as un sacré bout en train, n'est-ce pas? Et du coup, Isis, je t'en prie, vas-y, présente-toi. Ok, alors moi c'est Isis Sangaré, j'ai 23 ans et je suis illustratrice freelance et concept artiste à temps plein, logiquement. Et voilà. Ok, et est-ce que tu veux nous raconter un peu comment est-ce que tu t'es mis à faire ce que tu fais spécifiquement, même d'ailleurs, comme tu disais, tu fais de l'art occulte et tout, alors, quel est le chemin qui t'a amené à faire ce genre d'image? Pas de souci. Alors moi je suis d'origine française de base. Je suis née dans une cité c'est Évry-Courcouronnes, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Oui, je vois très bien. Ouais, c'est 91 représente. Ouais. Et du coup, je suis née à Paris, en fait. Puis après, j'ai grandi en cité toute ma vie et donc, j'ai vécu normalement, en fait. Et au lycée, j'ai fait un bac art appliqué. En fait, je dessine depuis que j'ai peut-être 13 ans. Parce que j'ai commencé avec surtout tout ce qui était DeviantArt, un peu les Funbase, Sonic. Je vais vous montrer les dessins que je faisais avant. C'était Et du très dossier. Ouais. On en a Ah non, tous, mais hein. On en a Ouais, j'ai toujours ça, actif c'est en clair. plus. Ouais. Du coup, j'ai grandi avec tout ce qui est un peu gothique, émo, etc. Et j'ai découvert aussi le métal très tôt. Surtout que de base, je suis pas dans une famille d'origine européenne et du coup, le métal, ça, ils connaissent pas. Mhm. Ils connaissent pas vraiment. Et c'est parce que je suis née en Europe, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est la culture du heavy metal, black metal, death metal. Et c'est ce que j'écoute depuis que je suis en CM2. Ah ouais. Et, Mais C'est un grand amour. ouais, Ça a été un gros coup de foudre. ouais, ça a été franchement, ça a été une révélation, Mhm. disons. Et au lycée, j'ai fait un bac art appliqué dans un lycée public, comme ça, quoi. Et après, je savais pas vraiment quoi faire en fait parce que j'étais dans un lycée où genre vous aviez des profs qui étaient pas toujours hyper bons. En fait, j'avais deux profs. Il y en a un, il avait fait je sais plus quoi, il avait fait design culinaire aux Beaux-Arts de Paris. Ok, c'est Ouais, spécifique. mais vraiment c'était pas un super environnement parce qu'il y avait plein de gens qui avaient beaucoup de problèmes parce que c'est la cité, c'est normal. Et après, je sais pas par quel miracle, j'ai pas du tout. Mais en fait, on avait déménagé. Mon père, il avait été muté en Suisse parce que à la base, mon père, il est consultant informaticien et ma mère, comme elle était en congé parental parce que j'ai des frères et sœurs, je suis l'aînée. On a dû déménager en Suisse somehow. Mhm. Et puis, en fait, en Suisse, je savais pas vraiment vers quoi me tourner parce qu'en plus, j'avais pas trop les moyens pour l'instant de faire une école d'art. Et je suis allée dans une prépa qui s'appelle le CFPA, Centre des Arts Déco ou quelque chose comme ça, Centre de formation d'art appliqué. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Pas trop. Le nom, du coup, on voit à peu près ce que c'est, mais Ouais, non. Sinon, je pense que c'est la première fois que j'en entends parler. Ouais. C'est vraiment c'est à côté de la gare de Genève, c'est pas super loin de là où j'habite. Ouais. Et au CFPA, en fait, au début, moi, je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans l'art contemporain ou quelque chose comme ça, parce que mais bien que j'avais grandi avec des fanbases un peu coussi-coussa, avec Sonic, avec les mangas, avec les animés aussi, genre, je regardais pas tant que ça, mais quand même, je regardais pas mal, genre Fullmetal Alchemist, les classiques. Voilà. Elle fait Et marrant. puis, j'en regarde. Hein? Ouais.
Mais j'étais pas hyper à fond dans les animés non plus. Je voulais apprendre à dessiner comme ça parce qu'en plus j'avais des potes qui dessinaient vraiment super bien tout ce qui était manga et animé. Et ça m'a toujours fasciné, mais bizarrement, j'ai pas trop pénétré dedans jusque tardivement quand j'avais c'était peut-être il y a 2 ans que j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Et après, ben, j'ai voulu me lancer dans l'art contemporain. Du coup, c'est très bizarre, mais je voulais devenir artiste peintre et peindre des paysages et des choses comme ça. Mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est extrêmement compliqué de percer dans ce milieu parce que j'ai vu des choses en école d'art contemporain, mais c'est oh, il y avait des gens. Mais quand je vous dis, il y avait des gens qui parlaient de mythologie personnelle, on ne sait pas de où. Alors voilà, c'est ma mythologie personnelle, c'est quelque chose du fond du cœur, alors qu'en fait, faut avouer que tu voulais juste avoir, je sais pas, un 5,5 pour tout le petit débat philosophique, je sais même pas ce que c'était. Et donc, je me suis dit, ben, en plus j'étais avec des potes qui adoraient dessiner, et ben, je me suis en fait vraiment mis au dessin à l'âge de 17-18 ans, après avoir un peu foiré mon bac et l'avoir eu au rattrapage, et en Eh étant ben, rentrée en prépa. d'accord. Là, tu sais. Et bah, j'étais vraiment très très à fond dans le dessin académique. Donc j'ai appris à dessiner très vite tout ce qui était animaux, tout ce qui était. J'allais dans les musées pour aller dessiner des statues grecques. Et puis après, ben, je les répertoriais dans une petite pochette et tout. Puis je faisais un petit peu de peinture à l'huile quand j'avais les moyens. Quand j'avais Ouais, les moyens de prendre des c'est cher la toiles. peinture à l'huile, hein. Ouais, mais la peinture à l'huile, c'est pas évident. Mais dites-vous que c'est beaucoup plus évident que l'aquarelle, par exemple. Ah, Ah, moi, je trouve que mais c'est l'inverse. ah Ouais, pareil. non, Ah ouais, de ouf. l'aquarelle, mais c'est le truc que j'arrive pas. Ah ouais, Hein, c'est trop marrant. j'y arrive un petit peu comme ça de temps en temps pour faire des petits croquis et des trucs comme ça, mais sinon l'aquarelle, c'est pas une technique que j'utilise régulièrement, sachant que j'ai essayé de me tourner vers la peinture digitale plutôt. Et ce qui fait qu'après, eh ben, j'ai mis quasiment toute une année parce que, ben, faut avouer un petit peu, on foutait rien en fait. Et du coup, Dommage. j'ai mis une année à monter. Non mais vraiment, mais c'est n'importe quoi. Tout le monde glandait pendant la journée et puis après on quittait plus tôt. Les profs s'en battaient les couilles. Excusez-moi du langage. Pas de soucis. C'est une émission pour adultes, pas de Mais soucis. voilà quoi. Ouais, toute Ah, sa feuille. non, pas de souci. Ah, je dis les choses du fond du cœur un petit peu. Vas-y, t'inquiète. Voilà. Pas de Et soucis. puis donc, ben, je suis rentrée à l'école Émile Cole après avoir monté mon dossier de dessin pendant à peu près 6 à 9 mois de dessin académique parce que bah, ils ont une sélection en fait, ils ont un entretien qui dure pas très très longtemps. Mais et en fait, vous devez montrer des dessins du genre des dessins figuratifs de peinture à l'huile, pas de dessins d'imagination. Et bah, j'ai mis plusieurs mois à la monter, enfin à monter le dossier. Et ce qui fait que j'ai été prise directement en première année à l'école Émile Cole par un alignement céleste. Mm. Et donc j'ai passé bah, 3 ans dans la galère, dans la struggle, tout ça pour Ouais. avoir mon diplôme au bout de 3 ans. Non mais vraiment, mais j'ai des tas de trucs à vous raconter dessus, mais pas tout de suite. Et puis ben non mais en vrai je faisais partie des élèves qui galéraient le plus, surtout au niveau de payer l'école et puis aussi au Ah ouais, niveau du ouais. matériel. Puis Tu surtout m'étonnes. le matériel, ben oui. Elle est bien l'école, mais c'est une des plus chères, quoi. Ouais, ouais, non, c'est pas l'une des plus chères comparée à ce que j'ai vu, mais c'est vrai que c'est pas donné. Ouais. Bah, Puis en enfin, en tout plus, cas, pour celle que je connais en France, je vous quoi. cache pas aussi, je vous cache pas qu'on leur doit aussi un peu toujours de l'argent avec ma famille, mais c'est pas trop, comment dire, c'est un peu un problème, mais ça va, ça va. Ouais. C'est fun, ça. Ouais, ben, disons que c'est une bonne école, mais aussi, ben, c'est un rythme de travail extrêmement difficile et extrêmement rigoureux. Je sais pas si vous connaissez des gens qui sont allés à Émile Cole. Ouais. Des gens quand qui... Personnellement, ouais. Attends, peut-être bien si. Bah, ah si, je crois que Victor Dufayard, le gars que j'ai présenté dans le tout premier épisode, je crois que lui, ouais. Je Mais je suis crois pas pas sûr. que je le connaisse. C'est possible que non, hein. Bon. Ouais, Mais du coup, parce ouais, que la politique, c'est un peu marche ou crève, quoi. Non? Ouais. ouais, Enfin, ça a c'est un l'air... peu ça. Ben, plus surtout que c'est la famille, c'est la même famille qui a fondé l'école, qui la dirige en ce moment depuis près de 34 ans.
Ça me rappelle une autre école. Ouais, c'est marrant, moi aussi. Dis donc, c'est bizarre. Oui. Laquelle? Et puis J'arrive bon, à savoir. Pivot, École c'est. Pivot à Nantes. Ah, mais je la connais celle-là. En plus, il y avait des colliens qui justement venaient de Pivot et puis de Bellecour. Ah ouais? Ah. Ok. Ouais. Puis surtout, comme Bellecour était à côté d'Émile Cole, ils se faisaient un peu concurrence de temps en temps. Mais ça, on va pas trop en parler. Mais ouais, j'étais l'une des élèves qui, en plus, je sais pas si on vous en a parlé, mais ils ont un système de classement en fait, qui fait que c'est extrêmement compliqué de suivre le rythme, sachant qu'en plus j'étais dans l'une des promos les plus. Et quand je vous dis que les gens, ils avaient tellement de talent dans ma promo, et je vous assure, c'était des malades. Venant de toi, ça fait peur quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais quand je vous dis, mais il y avait des fils d'artistes et tout, mais ils étaient tellement bons. Je sais plus lesquels, mais oh mon Dieu. Mais par exemple, je savais que ces persos et tout, mais la majeure de ma promo quand même, elle a quasiment jamais eu de concurrence. Elle avait un niveau de dessin de malade. Et aussi, pour bien vous complexer, elle avait 3 ans de moins que la médiane d'âge de la promo. D'accord. Ah, je vois. Ouais, Voilà. bah ouais. Comme ça, on Non, peut vraiment, toujours se elle rappeler. avait 17-18 ans. Et moi, je suis rentrée quand j'en avais vers 19-20 ans. Ouais. Voilà. Et puis, au bout de 3 longues années exténuantes et c'était pas super, mais c'était pas non plus, comment dire, C'était pas atroce, quoi. Enfin, non, je sais pas. ouais, c'était pas si atroce que ça en fait, parce que j'ai appris énormément de choses, comme par exemple sur la théorie des couleurs et puis aussi sur comment est-ce que l'industrie de l'art marche. Ah ouais, ça, c'est tellement utile. On va voir ça un petit peu. Mais donc, j'ai eu mon bac plus 3 dessinatrice praticienne. C'est un Bachelor of Fine Arts, l'équivalent. Ouais. Et j'ai arrêté au bout de la 3e année, puisque normalement, ils ont un plan en 5 ans, mais que je n'ai pas fait, parce que déjà par manque de moyens, et puis aussi que je vois pas trop. Enfin, pour moi, personnellement, moi, je vois pas trop l'intérêt pour moi de continuer, en fait. Bah, c'est vrai, pareil, j'ai des élèves qui font des masters en 5 ans et machin et trucs. Et Ouais, au en fait, final, c'est ils pas apprennent vraiment la le même chose diplôme que ce qu'on que j'ai appris en 3 ans. Ouais. Enfin, genre, le niveau quand ils sortent, il est. Ouais, ils ont plus de temps pour faire leur mise à niveau en artistique et tout. Du coup, ils sont quand même bien meilleurs en dessin et tout. Ouais. Mais au final, pour de la prod pure, en tout cas, ça leur sert pas à grand-chose, quoi. Ouais. Mm. C'est ça, et puis aussi, on sait très bien que c'est le milieu de l'art, et puis qu'on n'a pas vraiment de limites ni de garde-fous en ce qui concerne l'expérience de tout ce qui est académique. Ouais. Enfin, on va pas tellement regarder sur ton CV, on va pas vraiment Ouais, non, regarder c'est clair. ce que tu as Non. fait. Après, moi, j'en parlais avec Yoni, là, l'invité qu'on avait dans l'épisode 3, et lui me disait qu'en fait, maintenant, les écoles font de plus en plus de formations en 5 ans au lieu de 3 parce que les élèves ont de moins en moins tendance à se faire des journées de 20 heures comme ça pouvait se faire avant. Et Ouais. qu'aujourd'hui, à Je 18h30, pense tout que le monde c'est est ça. rentré chez soi et puis les élèves travaillent beaucoup moins à la maison. Après, l'un dans l'autre, Ouais. peut-être que ça emmènera vers des pratiques plus saines de façon de travailler dans les milieux Je artistiques. pense que Ouais. ça peut emmener de ça, mais du coup, en fait, Surtout le tri est beaucoup moins fort, en fait, si tu veux. ouais. Avant, c'est c'était surtout vraiment que- soit le meilleur ou crève, quoi. Genre, Ouais. Ouais, ce donc, qui est- c'est ça en fait. Et puis, Emile Cole, c'est un peu le même système, surtout que j'ai vu beaucoup de gens qui sont allés en burn-out. Ouais. ouais. Non, mais ça y Elle est est. réputée pour ça, c'est... Puis aussi, pour la plupart des écoles, je sais que pour la plupart des écoles supérieures, pour avoir un bac plus 5, comme c'est un niveau de master, faut avoir tout un procédé de vérification par l'État ou l'académie à laquelle ils sont affiliés. Et comme des fois c'est des écoles privées, c'est selon leurs termes et du coup il doit avoir des autorisations pour pouvoir faire en sorte que le diplôme bac plus 5 il soit valide. Et que c'est pour ça en fait que certaines écoles offrent un master, mais c'est pas vraiment considéré comme un master dans les autres pays. Ils n'ont pas de crédit ECTS, ils n'ont pas ce genre de choses. Ouais. Qui sont nécessaires à la validation, la validation d'un diplôme à l'international. Ouais. Après, une fois que tu es embauché, etc., c'est pas vraiment ça qui compte. Mais par contre, effectivement, si tu veux faire des échanges scolaires, aller dans d'autres écoles, c'est pratique de pouvoir avoir ce système, d'être dans ce système, quoi. Ouais.
Puis surtout que, en fait, je veux dire, même ceux qui ont appris en autodidacte, de toute façon, ils auront plus de chances de se faire embaucher que quelqu'un qui a passé ses années et ses années à faire des études, parce que quand même, t'en as, ils restent pendant plusieurs années en école d'art sans rien faire, quoi. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui comprennent pas que c'est pas parce que tu payes une école 10 000 boules par an que tu vas trouver du travail. Non, c'est clair. Ouais. Et du coup, ça amène à des situations où t'as des élèves qui payent, qui travaillent pas et à la fin ils râlent après l'école parce qu'ils ont pas travaillé, qu'ils ont pas de travail, mais c'est leur faute en fait. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont allés à Cole. Il y en a partout des élèves comme ça, hein, dans toutes les écoles. Ouais. Toutes les Et pourtant, il y a vraiment tout le temps des gens pour dire et répéter que l'école t'en sort ce que t'as mis, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. L'école, c'est un multiplicateur, sauf que multiplié par 0, ça fait 0, quoi. Mais bon, il y a un peu d'espoir aussi, mais je sais que c'est extrêmement difficile de se faire embaucher, par exemple, après la 3e année. Ah oui, non, mais évidemment. Et après, c'est toujours pareil, c'est toujours une question de niveau, en fait. Ouais, c'est pas qu'une question de niveau, et ça, c'est un truc. Une question de niveau, mais et que aussi je suis rentrée, j'avais un niveau qui était, si vous voulez une idée au classement, entre guillemets, sur 200 élèves, j'étais genre 90e ou 100e ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, ton classement dans ta classe, on s'en fout, en fait. Une fois que t'es sorti, totalement, quoi. Mais après, il n'y a pas que le niveau qui compte pour trouver du taf, hein. Il y a aussi les connexions, parfois, ça peut t'aider, etc. Il y a les connexions, il y a aussi, il faut être là au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur niveau du monde, si la boîte dans laquelle tu veux rentrer n'a pas de position pour toi à ce moment-là, tu peux pousser, hein. Puis aussi, mais je trouve que c'est un peu dommage de ne pas en parler aux élèves parce que c'est aussi un contexte de votre situation socio-économique et puis surtout de votre chance. C'est comme partout, en fait. Tu as des élèves aussi dans cette école, ce que je trouve redoutable dans beaucoup d'écoles comme Émile Cole, c'est qu'ils font beaucoup de favoritisme. C'est qu'en fait, ils vont gonfler l'ego de certains élèves qu'en fait, ils trouvent extrêmement doués, dont ils mettent les travaux sur les prospectus, etc., pour faire de la pub à l'école. Mais en fait, quand ils quittent l'école, on se rend compte que leur niveau, en fait, il est juste un peu au-dessus de la moyenne, quoi. Et puis, c'est dommage parce qu'ils vivent aussi un petit peu dans le déni, en fait, parce qu'ils vont se dire, mais en fait, l'école m'a un peu menti, quoi. Non, mais clairement, j'en parlais aussi l'autre fois avec un pote. Qui me disait moi j'étais à l'école, les profs ils arrêtaient pas de me dire que j'étais fort, que j'avais le niveau et tout machin, je suis sorti, j'étais à Annecy, j'ai montré mon portfolio, tout le monde m'a dit que ça allait pas, moi j'avais la rage après l'école, quoi, tu vois, donc c'est ça, et puis c'est surtout pour ça en fait que j'apprécie pas ce genre de choses, parce que moi j'ai pas vraiment grandi comme ça, mais comment dire, je me mets un petit peu à leur place, quoi, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire mais eux ils sont tous trop bons et puis nous ça se fait pas parce qu'on n'arrive pas à les rattraper. En fait faut aussi se mettre un peu à leur place, comme quoi ils ont souvent la pression des parents aussi sur les épaules. C'est ça que c'est que t'as cette pression des autres. Le problème, c'est qu'on en discutait dans d'autres épisodes du podcast, c'est que tu vois ce que les autres, tu vois les travaux finis des autres et tu vois tes work in progress à toi, donc forcément tu peux pas faire un rapport avec ça, mais tu le fais quand même parce que ton cerveau est foutu pour penser ça, en fait. Et en plus de ça, t'as l'école qui te dit que you're the shit, tu vas trop y arriver, t'es le meilleur et tout. Et alors qu'au final, en fait, t'as l'impression que t'es bon et ou de pas y arriver, mais tu regardes juste pas au bon endroit, en fait. Et le bon endroit où il faut regarder, c'est les travaux des professionnels qui travaillent dans l'industrie. C'est le travail des pros, mais aussi il faut se dire que les pros ils n'ont pas forcément le même background non plus. Non. Mais surtout, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Parce que ça m'arrive souvent de dire des choses. Je peux pas t'aider là-dessus. Mais surtout qu'aussi, quand ils vont sortir de l'école, ce genre d'élèves, ce que je trouve bien dommage, c'est qu'ils ont le niveau pour commencer à se mettre au jus directement, mais ils vont continuer à aller dans d'autres écoles et à se prendre d'autres masterclass et d'autres workshops pendant 40 heures par semaine. Et au final, tu veux dire, ça se sent dans ton taf et dans ta personnalité, quoi. C'est vraiment dommage. En fait, t'as toujours tendance à croire que t'es pas assez bon, et en fait, au final, un jour, tu finis par arriver dans la... Syndrome de l'imposteur. Et tu t'arrives et tu fais, mais en fait, je suis complètement capable.
Et puis tu le fais, et puis voilà quoi. Enfin, Parce qu'au bout d'un moment, faut se dire, je suis plus étudiant, je vais devenir artiste et faut s'y mettre quoi. c'est ça. Go for it. Ouais, C'est ça. puis se prendre soi-même au sérieux et se voir comme quelqu'un de pro, etc. C'est vrai que des fois, Ouais. c'est pas. T'as beaucoup de gens, j'ai l'impression, dans les gens qui font des trucs artistiques, qui sont pas très. C'est pas leur point fort, quoi. Se dire, genre, ok, je peux aller voir les gens et leur dire, ouais, bien sûr, ce que je vais vous faire, ça va vous aider. Regardez la preuve, voilà mes trucs que j'ai fait de mon côté pour C'est pouvoir. ça en fait. Mais surtout, faut partir du principe aussi qu'on est des artistes et que se prendre au sérieux, mais je veux dire, les gens nous prennent déjà pas de base au sérieux. Oui. Le souci, c'est ça. Le souci, c'est en fait, il faut te prendre au sérieux quand ça vaut le coup de te prendre au sérieux. Ah oui, bien sûr, faut Ouais, pas c'est ça. t'y croire. Qui se prennent, qui arrivent pas à se prendre au sérieux, à se dire qu'ils sont assez bons et tout machin. Et au contraire, j'en connais, alors que ça va très bien, et j'en connais d'autres au contraire qui sont persuadés que c'est des brutasses et pardon, mais ils sont mauvais quoi. Mais vraiment, ils sont nuls, et ils sont persuadés que c'est des gros bourrins et machin et tout, et au J'ai une final, anecdote. ça marche pour eux en fait. C'est Parce ça. parce qu'en fait, ils arrêtent pas de poster en disant hey, regardez, je suis trop fort, ce dessin, j'en suis fier et tout machin. Puis tu regardes, tu fais ouais, c'est un peu nul quand même. Et puis non, et en fait, ils arrêtent pas de poster, ils postent tous les jours. Et au final, en fait, ils ont plein d'abonnés, de machin, de likes et tout. Et... Bah après, si ça leur fait du taf. L'effet de Nick Kruger, est-ce que vous connaissez? Non. Attends, ça me dit un truc. C'est pas le. Ouais. Si, c'est l'effet où, genre, quand t'es persuadé d'être bon, t'y vas, et du coup, propose le job, et puis au final, tu fais comme il faut, et puis, enfin, à peu près, quoi. En fait, souvent, les gens, quand ils sont persuadés de savoir quelque chose, ils vont avoir tendance à surestimer leurs capacités, alors que les gens qui en savent beaucoup, justement, ils doutent, et puis ils les sous-estiment. Et c'est ça que je trouve super marrant. C'est souvent dû à un manque de conscience de soi, souvent. Je trouve. Ouais, comme on dit, quand tu sais pas trop de trucs, plus tu sais des choses, et genre le savoir c'est des tas de petites bulles. Quand tu connais une petite bulle, tu vois autour de toi il y a 5-6 bulles, et t'es là genre oh, je connais quand même beaucoup de trucs par rapport à tout ce qu'il y a. Et quand t'as une 50aine de bulles à ton actif, t'es là genre il y en a tellement d'autres autour que je connais juste pas qui touchent toutes ces bulles. Faut jamais partir du principe qu'on sait tout. Non, ça c'est clair, c'est un bon piège à éviter. Alors, ça va. Celui-là, celui-là, on peut être sûr qu'on saura jamais tout. J'allais vous parler de mon taf. Ouais, de ce que t'as fait une fois que t'es sorti d'Emile Cole. Ouais, du coup, après Emile Cole, je suis restée, je suis retournée chez mes parents, et donc je vis chez eux depuis que je suis rentrée. Puis, comme je m'entends très bien avec ma famille, c'est pas un problème, mais au bout d'un moment, je compte voler de mes propres ailes. Oui. Non, mais dites-vous bien que c'est pas une honte de rester chez ses parents quand on a la vingtaine, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est clair. Des fois, il y a une espèce de pression sur si ça se passe bien, que la situation est bien pour tout le monde, il n'y a pas de problème à ça, si ça permet d'enlever un des stress du début de la vie active, quoi. Exactement. Parce que je sais très bien que c'est pas la bonne période où je peux commencer à travailler en indépendante, surtout que quand tu veux être artiste, il y a des chances que tu saches pas quand ta prochaine paye et ton prochain repas arrive. Ouais. Et donc c'est Non, rien, vas-y. Non. Et donc j'allais vous parler de tout ce que je fais. Bon, je dessine, j'ai une fascination du coup pour le paranormal, le métal et tout ce qui est macabre, le côté sombre de la vie. Ce qui fait que je dessine beaucoup en traditionnel et plus en digital, parce que en fait c'est une question plus de flemme. Ouais. Totalement. Ouais, c'est ça. Puis aussi, je sais pas, j'aime bien peindre avec de la lumière. Je trouve ça absolument fascinant quand même, les progrès de l'humain, comme quoi dessiner sur écran comme ça, avec ma Intuos Pro toute pétée, la donner. Et donc, c'est tout ce qui me fascine en fait, c'est tout ce qui est côté sombre de la vie, et j'adore aussi me cultiver dans tout ce qui est médecine, tout ce qui est zoologie, tout ce qui est science. Botanique
Je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de plantes aussi, et trucs comme ça. Attends, t'entends pas bien? Ah, vous m'entendez mal? Ouais, c'était pas très clair. D'accord. Je disais aussi de botanique, parce que je me rappelle qu'on avait pas mal parlé des plantes, les simples et ce genre de choses. Ouais, ah oui. Ah si, mais je m'en souviens, on en avait parlé. Oui. Ma passion aussi, c'est tout ce qui est de la botanique et puis étudier les plantes médicinales et les plantes de sorcellerie, les plantes empoisonnées. Ouais. Et ce qui fait que j'arrive à les identifier comme ça par-ci par-là quand je vais faire des petites balades. Ouais. Faux. C'est druide aussi. Ouais. Oui, Oh, mais ça j'adore les c'est trop fascinant. Enfin, j'aime trop cet aspect-là. Ouais. Et donc, comme je suis fascinée par tout ce qui est mythologie païenne et mythologie, forcément, de la mythologie de toutes sortes, mythologie déjà nordique, mythologie grecque, mythologie slave, mythologie biblique. Justement, j'allais vous parler justement d'un projet que je suis en train de faire en ce moment, qui est un artbook, qui normalement verra le jour peut-être en 2021 ou en 2022, début 2022 à peu près, si tout se passe bien, parce que Corona. Ouais. On va espérer. Ouais, mais l'épidémie, disons, ça a un peu ralenti, avec le confinement, ça a un peu ralenti ma fréquence de travail parce que je sortais à l'université pour squatter la fac un petit peu, pour squatter les livres. Ouais. Ouais. Puis, en plus, mes parents, ils l'ont eu, donc... Oh la vache, ça devait pas être fun. Voilà. Ouais. Vous avez des questions? Oui, moi justement, j'en ai une. Tu viens d'énoncer que tu avais une passion, entre guillemets, pour tout ce qui était science, etc., etc. Et je te rejoins là-dessus parce que moi aussi, je suis très passionnée par tout ce qui nous entoure et la planète en général. Et du coup, est-ce que tu aurais des projets, par exemple, ou des envies de bosser pour la vulgarisation scientifique et historique, tu vas te faire l'illustration pour ça? Ouais, j'avais pensé à ça. Mais je me suis dit, comme c'est, comment dire, j'ai un esprit un peu plus. Enfin, je me renseigne dessus et puis je les étudie parce que c'est ma passion en fait. C'est pas vraiment quelque chose que je compte travailler dedans à temps plein. Mais si je peux avoir des petits contrats pour pouvoir illustrer des livres de botanique ou des illustrations médicales, franchement, je dirais pas non. Ok. Ouais, c'est cool. Moi, c'est pareil, si on vient un jour me démarcher pour me dire on aurait besoin d'une illustration de tel dinosaure pour tel magasin. Ok, j'arrive. Les dinosaures, c'est toute ma vie. Oui. Moi, c'est plus les plantes et le comportement animal, psychologie humaine. Moi, par exemple, j'adore regarder tout ce qui est true crime. Ouais. Des interviews de ce qui est tueur en série, de ce qui est politicien, de ce qui est... Vraiment, j'ai des centres d'intérêt très étranges. Non, mais c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de bien aimer. Oui, parce qu'après... Les animés. Après... Et surtout Demon Slayer, c'est vachement bien. Après, c'est bien parce que tout ce genre de trucs, ça t'enrichit et tout, et ça fait que d'être curieuse de plein de choses, ça fait que ça peut que enrichir ce que tu, après, produis. Et ça, c'est vraiment... C'est ça, faut vraiment... être artiste, c'est vraiment... je sais pas si vous avez vu Picasso et Dali, mais ils exploraient absolument de tout. Ouais. Ah bah ouais, complètement. Ouais, c'est des fous furieux. C'est clair. C'est ça. Mais par exemple, Picasso, on le vante surtout parce que c'est un peu un enfant prodige qui a été poussé par son père, qui lui a beaucoup mis la pression sur son niveau de dessin. Parce que son père, je crois qu'il était directeur d'une galerie, il me semble. Et il voulait absolument que son fils il devienne un grand artiste. Et ce qui fait que Picasso, il a commencé à dessiner très très bien, mais beaucoup trop tôt. Oui. Ce qui fait qu'il n'a pas eu l'occasion de découvrir la passion. Voilà, de dessiner comme un enfant. C'est ça, de dessiner comme un enfant, parce que quand tu fais des superbes chevaux et des superbes peintures, quand tu rentres aux Beaux-Arts à l'âge de 15 ans, c'est... Ouais, genre t'as pas trop eu l'occasion de découvrir qu'est-ce que t'aimais quoi dans la vie. Ouais, exactement. Puis surtout, il y a tout ce qui est l'excentricité aussi, il faut être un peu fou. Par exemple, Dali, mais... Dali, c'était un malade. Genre, il se baladait dans les rues de Paris avec un tamanoir, avec un fourmilier. Il a joué dans une pub pour du chocolat.
Il a créé un smoking aphrodisiaque. Yes. Mais oui, enfin c'est bien ouais, de prendre des inspirations un peu ailleurs que dans les entertainments Parce que quand classiques, tu genre les travailles, films, la BD et tout. c'est ça. Ouais. Et Parce qu'il faut pas juste consommer tout ce qui est BD, film. Enfin, faut pas juste consommer tout ce que tout le monde consomme. Oui. Faut pas non plus rester trop dans le marginal parce qu'après, on commence à devenir conformiste dans ce qui est marginal. ouais. Donc c'est très. Ou c'est juste très aussi, étrange. des fois, tellement détaché des trucs plus communs que du coup, tu fais des trucs et tout, toi tu t'éclates, mais genre les gens sont là, genre bah ça me parle pas quoi. C'est ça. Ouais. Mais C'est ça, en fait, il faut garder contact avec ce que. Ne en fait, serait-ce qu'une petite niche, quoi. Garder contact avec ne serait-ce qu'une petite niche si jamais tu veux être professionnel, C'est quoi, ça. de gens qui vont Exactement, et être puis intéressés. c'est aussi une question d'empathie et de ressenti, parce que quand on aime les trucs trop perchés, on perd un peu le sens de notion d'humanité. Enfin, comment dire? Oui, le On contact perd un peu avec le sens de- une En fait, en majorité de anglais, ils appellent personnes. ça relatable. Ouais, ouais, là, ce qui est ouais, c'est le mot autour duquel je tournais aussi. à quoi tu peux C'est en fait t'identifier, le ouais. fait d'être Ouais. Ouais. Il faut arriver à À s'attacher quoi tu aux peux gens. connecter, ouais. Il faut Mais surtout oui. pas le perdre de vue, parce que sinon ça devient le bordel après. Ouais. Puis ce qui est important, c'est surtout de trouver des sources d'inspiration qui sont, oui, comme on disait, pas celles du cinéma, de la BD et tout, de trouver des inspirations ailleurs, Parce parce que que le problème, c'est que c'est bien de dire tout ça, si mais il faut aller un peu voir ailleurs. c'est ça, c'est si une forme d'art s'inspire d'elle-même, Ça tourne en rond. ça donne la chanson française, quoi. Ouais. C'est Et s'inspire donc, comment ça voilà. c'est. Aujourd'hui, on a Oh non. On a perdu Isis. Allô? Ah oui, Allô? et là, oh bah zut alors, ça a coupé. Non, c'est vrai que, comment dire, psychologiquement, des fois, je sens que je suis un peu perchée parce que j'ai un petit peu grandi comme ça. Et je sais pas si c'est une neuroatypie ou quelque chose comme ça, mais en plus, c'est une anecdote. J'ai grandi, comme beaucoup de gens, hypersensibles. Ouais. Ouais. Enfin, ça se comprend en étant artiste, mais quand j'étais petite, mais j'étais extrêmement introvertie, j'étais extrêmement timide. Et du coup, je voyais les choses un peu, je sais pas, un peu différemment que les autres. Du coup, ça allait pas toujours très bien à l'école avec les autres élèves. Ouais. Ouais, Le surtout en classique, cité. tu ramènes des limaces et tu comprends pas pourquoi les gens ils trouvent pas ça fascinant, quoi. C'est ça. C'est ça. Aussi, comment dire, l'école, c'est pas vraiment fait pour explorer ta personnalité, c'est fait surtout pour être obéissant. Ça dépend des profs. Ouais, Moi, je travaille vraiment avec beaucoup de profs très très bien. Et c'est super cool, quoi. Des gens en école primaire et tout qui sont très... j'adore travailler avec, avec des différentes écoles, justement, parce que t'en as qui cherchent vraiment à donner à chaque élève, à leur faire se rendre compte qu'ils ont un point fort dans lequel c'est ok d'être fort. Peut-être ils sont moins forts en maths, en attendant, s'ils sont super bons pour s'exprimer, c'est quelque chose qui vaut quelque chose, voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que c'est pas tout... C'est pas de l'expérience de tous les élèves, malheureusement. C'est ça, et puis je sais très bien que j'ai grandi dans des écoles qui sont pas vraiment comme ça, où t'as des maîtres et des maîtresses qui des fois ils ont pas vraiment toute leur tête. Ouais, c'est dur ça. Vas-y, ils sont... Pourtant, putain, Voilà. c'est pas de bol, quoi, parce que moi je vais surtout dans des ZEP, et du coup, voilà, mais je pense que c'est le fait que ce soit pas non plus des ZEP de grosses cités, mais du coup, il y a des moyens qui doivent être mieux répartis aussi, et les profs ont plus le temps d'être patients, enfin l'occasion d'avoir de la patience pour chaque élève. Ouais, mais je sais que les maîtres et maîtresses que j'avais eus, ils avaient pas ton temps. Ouais, c'est dur. Surtout ma maîtresse de CM2, elle était pas très... En plus, c'était une folle des chats. Je vois pas où est le problème. Non, mais c'est vrai, elle nous parlait tout le temps de son chat persan qui s'appelle Lila, ou je sais pas. Laisse tomber. Et puis, c'est comme ça qu'en fait, j'ai appris à me développer un peu autrement et un peu à lire, parce qu'en plus, j'ai appris à lire très très tôt, vers l'âge de 3 ans à peu près. Et ce qui fait que j'ai tout de suite... mais c'est tellement bizarre parce qu'en fait, la fascination pour l'horreur et le paranormal, t'as un peu une branche aussi. Je sais pas, c'est... Quand t'es petit, en fait,
c'est des choses que tu ressens, mais absolument très tôt, et puis qu'après, tu vas commencer à développer. Ouais. C'est vachement étrange, parce que c'est comme ça, parce que je me souviens que quand j'avais 5 ans, j'avais lu un livre, d'ailleurs à toute la classe, qui s'appelle La main de la sorcière, et qui est extrêmement bien illustré. Oula. Anaïs? Oui. Pardon. On aurait un petit débruitage de différents types de films. Pas de souci. Donc je disais, j'avais lu un livre qui s'appelle La main de la sorcière, et puis je regardais aussi un peu La rue Broca et les vieux VHS. Il y en a qui ont regardé les contes de la rue Broca? Ah, ça me dit quelque chose, mais je pense que j'ai regardé et là tout de suite je me rappelle pas. Trop triste. Ah ouais. Moi, j'ai justement une pote que j'ai connue à Cole et qui est fan de ça, et puis mais j'adore son taf, parce que même si j'aime les choses macabres, en fait j'adore les choses mignonnes aussi. Oui. Donc c'est vachement cute, parce qu'en plus elle dessine des petits lapins, et j'adore ce qu'elle fait, parce qu'en plus ce que j'admirais chez elle, c'était le fait qu'elle était super organisée. Genre je regardais ses carnets de croquis, mais je me dis meuf, comment t'arrives à faire ça? Ouais. Non mais ses carnets de croquis, elle écrivait super bien, hyper bien organisé. Putain, je sais pas comment elle fait ça. Ouais, je trouve ça trop admirable. Et toi, des fois, ça t'arrive à dessiner des trucs ultra mignons, ultra kawaii aussi? Ouais, c'est juste que je les montre pas. C'est dommage. C'est pour toi. Non, désolé, ça pétache. J'ai une image de marque à tenir, désolé. Ouais, n'empêche, c'est important aussi. Quand t'as plein de gens à l'international qui regardent ton taf, tu peux pas te permettre de tout le temps d'être éparpillé partout. Ouais, avoir un brin d'identity, quoi. Rester sur des liantards. Ouais. Moi, j'ai des potes qui ont plusieurs comptes pour publier plusieurs types de choses. J'en ai un, par exemple, il est... oui, mais c'est plus de taf, quoi. De la musique. Et il a 2 projets. Il y en a un qui est vraiment très dubstep et l'autre qui est plus un peu chill, un peu plus rap. Et du coup, il s'est fait deux identités. Donc, il y en a un, il s'appelle Aquavitae et l'autre, il s'appelle Crookie, tu vois. Mais c'est le même mec, mais juste aux yeux du monde, c'est pas le même artiste, quoi. Ah ouais. C'est vrai que ça demande plus de temps. Je fais de la musique. Enfin, avant, je faisais un petit peu de piano vite fait, mais après, je me suis plus concentrée sur le chant. Du coup, j'en fais depuis que j'ai 4 ans, 5 ans à peu près. Ouais. Mais je le fais en hobby parce que ça me détend. Oui. Et tous les trucs. Par exemple, des groupes que j'aime bien. Enfin, j'aime bien chanter des chansons de métal du genre Tool. J'adore Tool. D'accord. Ouais. Et après, en tant qu'artiste, c'est toujours sympa d'avoir des domaines différents, comme ton pote Mandrin, ou même faire du kawaii et en même temps faire l'ultra gore. Après, du coup, faire 2 comptes différents, et du coup, aux yeux du monde, comme tu dis, tu passes pour 2 artistes différents. Après, faut vouloir aussi, entre guillemets, s'emmerder avec ça et tenir. Mais carrément, c'est énormément de taf. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais que vu mon emploi du temps, je suis pas tout le temps hyper dispo au niveau du temps. Ouais. Quand même, mes journées elles se remplissent très vite. Comment dire, je me lève vers en ce moment, comme c'est un peu les vacances, je m'étais levée vers 11h midi, mais d'habitude je me lève vers 9h. Je me lève à 9h, c'est café sur le PC direct, je fais des pauses pour manger, peut-être pour sortir un petit peu, mais je sors pas énormément. Ouais. Ouais, de toute façon. Ma vie, elle est super. Je dessine avec des bouts de charbon que je récupère dans les cendres de mes espoirs. Hardcore. Oui. Ouais, c'est ça. Trop dark. Trop dark. C'est vachement dark ce que tu dis, André. Ouais. Mais c'est sûr, déjà, si tu te lèves à midi, déjà la moitié de ta journée est passée, donc oui, c'est normal. Après, si tu te lèves à midi... C'est pas la moitié de ta journée. Ouais, si tu te couches à 3h et que c'est ton rythme dans lequel t'es le plus efficace, c'est pas... Quand je me lève à midi, je me couche aux alentours de 3h, à peu près. Ouais, vu comme ça, ouais. Après, j'ai un rythme de mamie, donc je t'avoue que j'ai un peu de mal. Non, mais c'est vrai, des fois, j'ai vraiment l'impression d'être une petite mamie dans le corps d'une meuf de 23 ans. Donc, Mais c'est pas grave de faire des horaires à la con. Faut trouver son rythme et trouver son rythme de croisière, quoi. Moi, j'ai un pote, par exemple, un collègue qui est absolument pas du matin. Genre, lui, il arrive à 11h au taf, alors qu'on est censé commencer à 10, mais le soir, il finit à 20h. Mais et c'est comme ça, en fait, il travaille comme ça, et
Et c'est pas grave, parce qu'ils travaillent bien et il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, mais après, je pense que moi personnellement, je pense que c'est plus simple d'avoir un rythme aussi décalé, mais si tu vis seul, enfin, ouais, si t'es seul. Oui, bah c'est clair que... Personnellement, si tu vis en couple et que tu vis complètement décalé de ton conjoint ou ta conjointe, putain, c'est chaud. Ouais. Quoi. À moins d'avoir les... Parce que voilà, c'est... Non, je vais pas m'étaler dessus, mais voilà. Mais je vis avec ma famille et puis t'as ma sœur qui vient dans ma chambre pour me montrer un truc ou un truc comme ça. Mais puis aussi, des fois, quand tu te lèves à heure pas fixe, tu perds la notion du temps. Ouais, puis même t'es décalé par rapport au rythme des autres. Ouais. Puis, des fois, quand t'as l'impression de bosser sur un truc... Parce que je me dis, ça en vaut la peine et tout, parce que... vu ce que je fais de la journée, je peux pas dire que mes journées elles sont pas pleines, quoi. Ouais. Mais ça, c'est clair qu'être organisé dans le temps, ça aide tellement. Enfin, moi, avant, je bossais juste en mode genre, je me lève, je bosse, on fait des pauses pour manger, je bosse, et puis etc. Et en fait, dernièrement, je me suis mise à vraiment plus mettre des horaires, à utiliser un logiciel pour me timer, voir les heures que je fais et tout. D'abord, rien que le fait de te rendre compte qu'en fait, non, ça va, tout ça, tu l'as fait en tant d'heures, tu l'as pas fait en si longtemps que ça, t'es rapide et tout. Ça t'aide vachement à pouvoir beaucoup mieux prévoir tes projets suivants, et puis juste aussi à être moins tout le temps, comme tu dis, perdre la notion du temps, avoir l'impression d'être juste en train de courir après tout et tout. Mais aussi, comment dire, tu gardes toujours comment dire, je perds la notion du temps, mais c'est surtout, des fois, j'arrive pas à savoir quel jour on est. Ça m'arrive comme ça. Ouais. Non, mais moi, je me fais un calendrier où je redessine tous les mois, chaque 3-4 mois, et je l'ai placardé à gauche à côté de mon truc. Ouais, et je note tout, et il faut vraiment que je note tout, et si jamais je l'ai pas, genre c'est vraiment à gauche de mon bureau, je le vois tout le temps, et même comme ça, j'arrive à rater des trucs que j'avais notés, n'est-ce pas ? Depuis décembre, je suis en train de développer un artbook dont le nom n'est pas encore décidé parce que j'hésite entre plusieurs noms. Tu as des noms en latin et puis j'hésite entre des noms qui veulent dire quelque chose en hébreu. Parce que c'est un artbook qui sera sur la mythologie biblique et qui fera le répertoire de tout ce qui est bestiaire de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc au début j'avais commencé par les Cavaliers de l'Apocalypse. Je sais pas si vous l'aviez vu. Moi j'ai vu, ouais. À l'Art Weekend en plus, je l'avais montré à certains. Ouais. Ouais, je me souviens, l'Art Weekend. Ouais, pareil. C'était une claque. Oui. Ah bah tant que ça. Non, bah oui, parce qu'en fait, tu sais, on te voyait dessiner toute seule sur ta chaise, avec ton carnet sur les genoux et tout, puis on était là genre, salut, tu dessines? Là, tu regardes dans le carnet, tu fais 2 pas en arrière, tu fais waouh! Ok, d'accord. Non, mais c'est un truc, mais moi je m'en rends jamais compte. Ah non, mais c'est un truc où en fait tu peux pas te rendre compte de ce... Parce que même c'est normal pour toi, c'est facile pour toi, t'es là genre c'est facile. Mais t'as aussi ta personnalité dans ton dessin et ce que tu dégages en tant que personne. T'as un grand sourire, t'es avenante et tout machin, et on voit tes dessins et là en interview ça se voit pas. Et tu tombes dans du ultra dark avec des lambeaux de chair partout, des squelettes déformés machin et tout. Tu fais genre d'accord. C'est ça, je peux faire du dark, mais aussi je m'inspire un peu de la mythologie non seulement, mais aussi tout ce qui est forme réelle que j'ai l'habitude de voir chez les animaux, parce que moi mon hobby, ma passion, c'est d'observer les oiseaux. Ouais. J'adore les oiseaux. Surtout les oiseaux d'Europe, parce que comme tu peux pas aller à l'étranger, tu fais avec, mais surtout on a une grande faune aérienne en Europe. Et justement, mes oiseaux préférés, c'est les corvidés. Oui. Ça m'étonne tellement pas. Étonnamment. Ouais. Bah oui. En même temps, tout ce qui ils sont mignons. est corvidés, puis aussi tout ce qui est colombidés, tout ce qui est les pigeons. Les pigeons, les tourterelles. Oh, je les adore. Ce que j'adore observer surtout chez les pigeons, c'est qu'il y a une famille de pigeons, ils sont genre 20 ou quelque chose comme ça. Ça fait 4 ans que je les observe. Ils viennent squatter chez tout le monde, aux alentours du quartier. Puis il y a des colombes avec eux, mais ils sont trop choux. J'adore. Ouais, ça doit être fun de regarder vraiment leur attitude et leur vie et tout au quotidien et comment est-ce qu'ils évoluent. C'est Cassis qui avait fait une série juste de peinture d'oiseaux pendant le confinement là, c'était vraiment bien.
C'est ça. Après, Il n'y a pas classique, aussi, il y a tout pas ce qui juste fait les ça, oiseaux c'est aussi, il y a les animaux domestiques. Ouais. Parce qu'en plus, comme je cherchais des petits boulots quand j'étais étudiante, et pendant 3-4 ans à peu près, j'étais gardienne d'animaux. Et ce qui fait que j'ai beaucoup appris sur le comportement canin, le comportement félin. Oui. Puis comme j'avais aussi un petit lapin quand il a vécu 11 ans. Il a vécu très très vieux. Ouais. Ouais, ce qui fait que j'ai une fascination avec les animaux. Et puis dès que je vois un chien dans la rue, je fais ah! Oui, Mais c'est compréhensible. c'est clair qu'en général, les animaux, ça peut être vraiment une énorme source d'inspiration. Ouais, et puis se projeter comme ça dans... Enfin, vu que c'est une autre espèce, j'adore penser au fait que t'as des espèces comme ça qui arrivent tellement bien à s'adapter à la nôtre, alors que genre, ils ont pas les mêmes façons de pouvoir... Rien que l'idée de prononcer des mots, c'est pas possible pour un chien, et pour autant, il y en a qui comprennent des mots, je trouve ça tellement incroyable, quoi. Ouais, un chien peut comprendre jusqu'à, je crois, 200 mots, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ouf, alors que eux, ils font pas du tout, ils ont pas la possibilité de le faire, quoi. Et t'es là, genre, ils arrivent à se projeter comme ça. Ils peuvent pas vocaliser les mots, mais... Ils peuvent pas vocaliser. En plus, ils ont pas de lèvres développées parce que c'est des carnivores, donc... mais tu vois, les oiseaux, genre les perroquets, les corbeaux et tout, ils peuvent parler. Ouais, mais tu vois, justement, de se dire, il y a des animaux qui ont pas les trucs adaptés pour faire telle façon de communiquer, et genre, ils arrivent quand même à se projeter dans cette façon de communiquer pour pouvoir communiquer avec nous. Je les trouve trop... Les gens qui trouvent que les animaux, c'est stupide, à chaque fois, je suis juste en mode genre... Quand ils vocalisent, en fait... Ouais. Les oiseaux, quand ils vocalisent, en fait, c'est pas vraiment des cordes vocales qu'ils utilisent. C'est une espèce parce que les oiseaux, ils ont un système respiratoire qui est extrêmement évolué. Parce qu'ils en ont besoin pour le vol. En fait, ils ont une cage thoracique très, très haute et large. C'est pour ça aussi qu'ils ont un bréchet pour éviter que, justement, comme leurs poumons, ils prennent toute leur place, pour éviter qu'ils implosent en plein vol. Comment dire? Parce que je sais pas si vous avez vu les faucons pèlerins, les piquets qu'ils font. Ouais. Si jamais ils n'avaient pas un système respiratoire qui est avec lequel ils ont spécialement évolué pour pouvoir faire des piquets, et ils auraient les poumons qui exploseraient. Donc voilà. Puis ils feraient des sympathique. Ouais. Vachement sympathique. Et puis. Pardon, oui, du coup, en parlant d'animaux et tout ça, du coup, je récoche sur ton projet d'arbre. Tu fais principalement des bestioles, en fait, ou... Ouais, je fais principalement des bestioles, mais aussi, comme j'aime bien tout ce qui est anatomie humaine, etc., je m'inspire aussi de tout ce qui est, par exemple, je prends des parties d'os, de système digestif. Après, j'essaie de les mélanger avec des courants artistiques, du genre du baroque, mais là, pour l'instant, je trouve que mon style, il n'est pas encore vraiment au point, parce que j'essaie d'expérimenter plus, mais je sais qu'un jour, ça viendra. Ah ouais, c'est trop cool. Et vu que là, tu t'es principalement centré sur le côté biblique, après, tu comptes faire d'autres mythologies, je suppose, donner une série. Ouais, exactement. Peut-être que juste après l'artbook, ou peut-être, je sais pas, 2 projets avant, ou quelque chose comme ça, je vais faire le yokai. Ouais. Parce que je suis fascinée aussi par le folklore, le yokai, le folklore celte aussi. Ouais. Les contes et légendes, les légendes urbaines. Ah oui, c'est fun aussi. Ça. Genre la mythologie récente. Mythologie récente et puis les histoires comme ça par-ci par-là. Ouais. Et peut-être aussi illustrer la Divine Comédie, parce que c'est l'un de mes livres préférés. Ouais. Dedans. Ouais. Le paradis perdu de John Milton. Le nom de la rose aussi, là je suis en train de le lire. Je compte peut-être pas l'illustrer, parce que quand même au début les premières pages c'est quand même assez dur à comprendre, mais après il commence à y avoir des trucs sataniques et tout, mais c'est vachement Elle est ouverte. Ouais. Puis Lovecraft, pas oublier. Oui. Oui, c'est sûr. Alors ça, par contre, en rendre en image... Le Necronomicon, franchement, je lui paye son loyer jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Après, le truc, c'est, tu vois, genre, j'ai un peu du mal avec les illus sur Lovecraft. Ouais, pareil, c'est tellement chaud. Parce que je trouve que, en fait, le côté flippant et tout, il repose énormément sur l'imaginaire, en fait. Et ce qui fait peur, c'est que justement, tu sais pas à quoi ça ressemble, donc en fait, ça fait... Quand ils te disent que ça fait peur, ça fait peur à toi parce que c'est toi qui imagines les trucs qui te font peur. Ouais, voire tu les vois pas, quoi. Et du coup, les illus ou l'imagerie Lovecraftienne qui fonctionne, je trouve, c'est celle qui plutôt va te montrer des trucs normaux. Ouais, c'est ça. Et t'as un petit truc où t'es là, genre, il y a un malaise.
ils ont refait les éditions intégrales il y a pas longtemps et genre dans le premier il y avait deux trois trucs illustrés, genre t'avais juste des photos genre de vieilles fermes et une vieille route, un vieux cimetière dégueulasse. Ouais. Et t'es là genre ah ouais, ça fait peur, tu vois, parce que ça pourrait être la grange à côté de chez toi, tu vois. Ouais. Et dans le suivant, ils ont carrément commencé à mettre et là lui c'est Yog-Sothoth et machin et truc et regardez il y a des petits partout et t'es là genre ouais, mais du coup, lui me fait pas peur, tu vois. Ouais, il a dit la peur la plus primale de l'humanité, c'est la peur de l'inconnu. Ouais, effectivement. Puis aussi, quand on voit dans les illustrations d'entités physiques de Lovecraft, des illustrations où il représente des entités de manière physique, parce que c'est vrai que quand on regarde les livres de Lovecraft, en fait, c'est plus sur le ressenti et l'imaginaire. Ouais, c'est ça. En fait, on voit souvent, voyez les représentations médiévales de l'enfer. Vous voyez pas que les démons, ils ont beaucoup de tout ce qui est cornes, crocs, tout ce qui est yeux démoniaques, un peu des yeux lupins, des yeux de loup. C'est qu'en fait, ça réveille un peu notre instinct qui dit qu'il faut fuir. C'est ce genre de choses, en fait. C'est tout ce qui est instinct de prédateur, parce que quand on voit des dents, on se dit faut fuir parce que c'est un signe de menace. La psychologie de la peur, c'est vachement intéressant. Ouais, carrément. Ouais. Rien que tout ce qui permet de se connaître. J'ai été super clair, mais quand même. En tout cas, on sent que t'es passionné. Ça, c'est clair. C'est ça, peut-être que, comment dire, en interview, ça se voit pas trop, mais quand je parle à des gens, en réalité, disons que c'est plus... la connexion, elle se fait. Oui. Contrairement à mon wifi. Clairement, hein. Non, mais la connexion s'est faite, hein. Tous les deux, on a mis quand même 45 minutes avant de se rendre compte qu'on parlait français tous les deux, mais oui, la connexion s'est faite, hein. Ça a bien marché. Ouais. Mais oui, non, mais même je pense que là, en podcast, je pense que ce sera un épisode aussi très intéressant à écouter. Mais oui, tous les parce que comme Anaïs disait, ça sent que t'es passionné. Je suis partie un petit peu... c'est parti un peu lentement quand même au début. Oh, mais c'est normal en même temps. Faut le côté un peu expliquer son parcours à chacun et pourquoi sa créativité à soi a pris cette forme. Et c'est super intéressant d'écouter chaque parcours, chaque expérience. Ouais. C'est vachement cool. Oui. Trop. Et du coup, quand tu fais une illu, parce que tes illus, elles sont quand même super léchées, super poussées, il y a des détails partout, des couleurs partout et tout. On en vient à la technique. Vas-y, la technique. Alors dis-nous, raconte-nous tout, comment tu fais. Je vais vous révéler mon Ancient Chinese Secret. Voilà. Alors, au début, je travaille déjà en résolution plus haute que 300. D'accord. 300 dpi, parce que plus la résolution augmente et plus vous aurez du détail, et puis aussi vous n'allez pas galérer pour que quand vous allez imprimer par exemple des prints, que l'impression elle soit toute pixelisée. Parce que si vous le savez normalement, mais la réglementation normalement c'est 300 dpi pour éviter que l'image elle soit de basse qualité en fait. Ouais. Et puis je travaille beaucoup plus haut, genre 400, 600 à peu près. Donc 400 et 600 dpi pour avoir plus de détails, mais faut avoir beaucoup de place, surtout sur son PC, parce que ça bouffe vite de la place Photoshop. Après, faut pas confondre définition et résolution, hein, c'est pas pareil. Hein. Oui, bien sûr, mais avoir déjà avoir une bonne qualité déjà au niveau DPI, ça aide. Évidemment, si tu bosses sur 16 pixels, que ce soit en 300 ou 600 dpi, c'est 16 400 pixels. dpi, t'as toujours moins de pixels que si t'as 1000 pixels. Moi, je vais bosser en format screenshot. C'est ça, je vais faire 72 dpi. Et puis après, je fais un sketch rapide avec parce que j'ai 4 brushes que j'avais récupérés comme ci comme ça sur des DeviantArt. Des brushes, je sais pas si vous connaissez Houston Sharp. Ouais, c'est un concept artiste en fait. Je crois que c'est les brosses que Darken, il utilise, un illustrateur de Warhammer qu'il utilise. Et j'en ai enregistré celles que j'aimais bien, et puis après j'ai fait un petit répertoire comme ça où j'ai 4 de mes brushes. J'ai une brush normale que je peux modifier le flou quand j'en ai besoin. Et puis après, j'ai des broches un peu stylisées du type pastel, du type peinture à l'huile, et puis j'en ai 4 en fait. C'est vraiment pas compliqué du tout.
Et au début, ben, je pars sur une base, je fais d'abord le croquis et puis ensuite j'essaye de le pousser plus parce que ce que j'aime faire. Et puis ce qui me fait, disons, je pense un peu perdre du temps, mais c'est pas grave parce que on est des artistes, on est immortels, n'est-ce pas? Éternel. Non, c'est que bah, je prends le temps de faire un line art en dessous avec bah, la broche normale, vite fait en 5 dp, en 5 pixels, comme ça. Et puis bah, je fais des traits et puis j'essaye aussi de définir le perso, de définir sa position, de définir sa personnalité aussi. Parce que je sais pas si vous avez vu dans mes peintures d'anges, mais chaque ange, je les ai fait, ben, pour mon artbook, j'ai fait des anges pour ceux qui savent pas, en quelque sorte. Et ben, j'ai fait l'ange Azraël, l'archange Michel et l'archange Gabriel. Là, je suis en train de faire Raphaël. Attention, attention. Et ben, je sais pas si vous avez vu, mais chaque ange a sa propre personnalité. Si, complètement, ils sont totalement différents d'ailleurs. Parce que j'utilise pas les mêmes palettes de couleurs, en fait, je choisis jamais mes couleurs par hasard. Si vous regardez la peinture d'Azraël, ben, qui est l'une de celles qui ont plus marché. Ah ouais? Ouais, bah apparemment c'est vraiment que tu fais ça au pif, hein. Tout, hein. Ah ouais? Évidemment que non. Pas du tout. Ah non, c'est NDS, secret. Oh là là. Non, mais en fait, je choisis jamais mes couleurs par hasard. C'est bah, pour Azraël, justement, j'ai pris les couleurs des lividités cadavériques. Enfin, tout ce qui est vert, putride, un peu bleuté, parce que lividus en latin, ça veut veut pas dire pâle, en fait, ça veut dire bleu. Du coup, quand on dit que quelqu'un est livide, c'est quelqu'un bah, qui a le teint d'un mort, en fait. C'est je sais pas si j'explique bien, mais en fait, j'ai pris des couleurs qui sont très, comment dire, qui ont l'habitude de dégoûter, en fait. Parce qu'en plus, ben, comme j'essaye de créer, comment dire, aussi un peu une personnalité pour chaque ange, ben, je me dis que comme Azraël, ben, il est repoussant physiquement, mais qu'à l'intérieur, il est très réservé et qu'il prend le temps pour chaque âme qu'il ramasse, comme c'est l'ange de la mort. Ben, je me dis que ça lui convenait bien, en fait, comme choix de couleur. Voilà. Ça me rappelle un projet qu'avait fait un concept artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marco Plouf. Plouf. Ouais, c'est son nom, il s'appelle Plouf. Quel magnifique. Et en fait, ce mec, il a fait, je vais les retrouver, il a fait les 7 péchés capitaux en sculpte, et ça défonce. J'aurais fait une série avec les 7 péchés capitaux. Tac. Est-ce que je vais les trouver? Pas sûr. Bon, allez-y, continue. Ah, si, c'est bon. Oui, bah du coup, tu pourras partager le lien, et puis aussi dans la description à la fin de l'épisode pour les gens qui... Tac, je vous ai mis ça dans links. Ok, ça marche. Mais ouais, ça défonce, et puis... au final, c'est quand même assez proche, entre guillemets, de ce que tu fais dans le style, je veux dire. Tu vois, un truc assez réaliste, un peu presque. Moi, c'est pas tant réaliste que ça, en fait. C'est juste. Ah oui, quand même. Ah, ce qu'il fait, c'est vachement. Bah, c'est ça. Mais non, le mec est bon, hein. Le mec est très très bon. Hein. Ouais. Parce que la 3D, en fait, je préfère plus. Comment dire, la 3D digitale, c'est pas trop mon truc. Parce que, comment dire, je pense que le traditionnel et le fait que je fasse de la peinture 2D, en fait, ça crée une certaine émotion. Et puis, justement, le 3D digital, je trouve que c'est un peu systématique, c'est mon opinion. Mais je trouve que c'est un peu systématique. Je préfère travailler avec de la terre. Parce qu'en plus, j'avais appris. J'ai appris justement à faire de la sculpture à Émile Cole. Et j'aimerais plus me lancer dedans, mais il faut que je prenne de l'argile. Ouais. Et justement, en sculpture, au début, j'avais énormément galéré. Parce que j'avais jamais touché à la sculpture auparavant de ma vie. Et donc, j'avais galéré pour... Au début, je me tapais des notes catastrophiques en sculpture. Et après, j'ai commencé à monter. Ouais. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'ai toujours été une bille en couleur. Par contre, le volume, ça m'a toujours parlé. Ça a toujours été facile. Enfin, facile. Ouais, ça t'est toujours venu plus naturellement, quoi. En fait, en volume, quoi. J'ai jamais galéré. J'ai jamais senti que je galérais à faire de la sculpture, quoi. Et,
Bah en fait, moi je suis plus habituée par le 2D en fait, parce que bah, la couleur c'est en fonction de la sensibilité de chacun et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent pas en couleur. C'est que c'est en fonction de la sensibilité de chacun et puis on peut pas juste regarder le travail d'un artiste sur Pinterest ou quelque chose comme ça après se dire je vais faire pareil que lui parce que c'est bah, tu feras jamais pareil en fait parce que je sais que je m'inspire beaucoup de Beksinski et de Giger mais je pourrais jamais être comme Beksinski ou comme Giger. Mm. Parce que c'est pas possible. Ils ont leur propre personnalité. D'ailleurs, Giger, lui, ben, c'était un mec vachement perché qui avait une passion pour le sexe et les armes à feu. Et les bébés morts. Et surtout les armes à feu. Lui, il adorait tout ce qui était mécanique. Et puis, je crois qu'il avait même designé une petite attraction dans son jardin quand il était plus jeune, il me semble. Possible. Ouais. Ah. Mais en tout cas, j'adore ce qu'il fait. Et puis, bah, faut que j'aille visiter le bar et le musée. Ouais. Franchement, faut que j'y aille. Mais en tout cas, c'est clair, entre Giger et Beksinski, ils ont des putains d'univers tous les deux, t'as pas fini, quoi. C'est assez fou. Et puis surtout, Beksinski, lui aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a grandi, comment dire, très difficilement aussi, parce qu'il a grandi à l'époque soviétique. Et que du coup, il avait pas énormément de reconnaissance aussi, et puis pas énormément de moyens. Et malheureusement, ses travaux n'ont marché vraiment qu'après sa mort. Il a un succès posthume, mais un succès posthume. je pense que Beksinski, moi personnellement, je pense que c'est un des artistes qui m'a plus retourné. Et je pense que c'est le seul artiste que j'ai vu qui a réussi à retranscrire des peurs et des angoisses, tu vois, que j'ai en fait. On parlait de Lovecraft tout à l'heure, et ben je pense que Beksinski répond vraiment à cette problématique de retranscrire la peur des gens, tu vois. Après, c'est pas vraiment de la peur qui peint, c'est surtout très onirique, c'est du rêve et tout, enfin, c'est vachement chelou, mais il a vraiment son univers, quoi. Parce que justement, c'est pas juste le dark que je vois dedans, parce que, comment dire, c'est les formes qu'il utilise, c'est très organique, et puis ça peut faire penser bah, à de la peau pliée, à des os. Mais ce que je vois en fait dedans, c'est tellement sensible, c'est adorable ce qu'il fait, je l'adore. C'est adorable. Alors les gens qui connaissent pas Beksinski, allez voir ce qu'il fait. On en reparlera du terme adorable. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il a un nom imprononçable, c'est Zidzla, il me semble. Oui, ouais. C'est un polonais, il me semble. Oui, bah oui, avec un nom comme ça de toute façon. Ça doit se prononcer. Surtout, il faisait de la photographie avant. Il était plus dans tout ce qui était. Il a un diplôme d'ingénieur. Et il a fait de la photographie et puis il s'est dit comment est-ce que je peux retranscrire la photographie mais en peinture à l'huile, ce que je ressens avec la photographie, comment est-ce que je peux le retranscrire à la peinture à l'huile et à l'acrylique. Et il a peint énormément aussi. Il en a énormément de ses travaux, il en a une centaine à peu près. Plus, voire plus même. Plus. Parce qu'il le faisait avec une fréquence, mais c'est incroyable. Parce que moi je sais très bien que je travaille extrêmement lentement. Mes travaux, ils me mettent entre le minimum que ça m'a pris, c'est 1 semaine et demie. Putain, c'est dingue. Ouais. J'admire ta pugnacité à ton travail. Un boulot qui dure 1 semaine, moi j'abandonne avant. Ah ouais, mais c'est surtout, en fait, c'est pas juste une question de skill, c'est une question de patience surtout. Ouais, moi je l'ai pas. Bah, faut évoluer pour l'avoir parce que, bah, comment dire, moi non plus, j'ai la patience pour observer les choses, mais en même temps, bah, j'ai beaucoup de distractions à côté parce que je me dis, je me pose des questions sur des fun facts et tout, du genre, ouais, ça s'appelle comment déjà cet oiseau et tout, ou alors cette race de chèvre. Après, je vais le chercher sur Internet pendant que je dessine. D'accord, mais tu papillonnes à côté, quoi. Là, je papillonne à côté. En fait, je procrastine en même temps que je bosse. Non mais c'est bien ça, c'est un bon concept. C'est un bon concept. Ouais, bah en fait la procrastination, c'est pas vraiment la procrastination en fait, c'est juste c'est la peur de s'y mettre en fait. Parce que la procrastination, c'est vraiment et si je faisais quelque chose à côté en même temps que je fais mon boulot, c'est comme ça que je le vois. Parce que la procrastination, ce qu'ils voient les gens, c'est faire autre chose à la place de ce que tu devrais faire. Mais personne n'a dit que tu pouvais pas faire les 2 ou peut-être les 3 à la fois, mais c'est en fonction de toi en fait, c'est en fonction de ta psychologie. Oui, clairement, ça dépend de ta. C'est clair que bon. Ta façon de t'adapter et tout. Enfin, moi, je sais que si je procrastine à côté comme toi tu le fais, moi au final je bosse pas et je dévie sur le truc sur lequel que je regarde. Voilà. Ça dépend des gens, c'est sûr. Mais c'est cool que tu arrives à allier les deux en tout cas parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde quand même. C'est vraiment chouette. Ouais, ou alors c'est moi qui suis étrange. Non, je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme toi, mais c'est vrai que pas commun.
Ouais. Non, mais franchement, mais parce que moi, des fois aussi, moi, je me dis, yo, something is wrong with me. Genre, je fais un truc, après, je fais un autre truc, et puis après, j'arrive à avoir des résultats, mais c'est pas d'où je les ai sortis, quoi. Ouais, bah après. Ça, c'est tout le monde, ça, je crois. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait ce podcast, hein, c'est pour que les gens se rendent compte que. On est variés, il y a de la diversité parmi les humains, et c'est cool. Vous avez vachement raison d'inviter plein d'artistes de toutes les origines, de tous les niveaux, de toutes les notoriétés. Mais je trouve ça super intéressant. Ouais, parce qu'au final, tu te rends compte que en fait, ce que tu penses que toi tu fais qui est bizarre, en fait, il y a plein de gens qui le font. Ouais, mais en fait, il y a plein de gens qui sont comme ça, et puis c'est vachement rassurant. Ouais, et puis des fois aussi, en fait, t'es pas nul du tout. Oui, puis des fois, tu peux te dire aussi, genre, ouais, ce que je fais, c'est facile, tout le monde pourrait le faire, et tu te rends compte que, ben non, en fait, ce que tu fais, c'est peut-être plutôt assez unique, et tu devrais peut-être creuser plus, c'est peut-être un très bon point. Ne te tape pas dessus comme ça tout le temps. Ouais. Puis surtout, quand tu as des gens qui te disent qu'un niveau de dessin extrêmement évolué, c'est super important, c'est pas forcément le cas. Oui. Tu as des gens qui peuvent raconter des choses extrêmement profondes, mais sans avoir un niveau de dessin extrêmement évolué. Mais je pense que c'est assez nécessaire pour dessiner ce que tu veux. Tu veux partir dans le dessin de presse, hein, de toute façon, ça. Hein. Ouais, ou même souvent, c'est des croquis qui sont faits en 2 minutes, direct au stylo. Les dessins sont rarement très poussés, mais l'idée derrière, c'est ça qui est très fort, quoi. Ouais, et en fait, rien que le fait d'avoir J'avais un prof comme ça. J'avais un prof comme ça, c'est un caricaturiste qui est assez connu et puis qui est super gentil. Il s'appelle Jean Mulatier. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Ouais, lui, il a un super niveau et il peut dessiner à la fois du dessin de presse et de la caricature extrêmement élaborée. Genre, je sais pas comment il fait, mais il est super bon, mais comment il fait? C'est sa zone de confort, quoi. Ouais, et puis l'expérience et l'habitude et tout, t'apprends petit à petit toujours plus à creuser plus loin dans ce que t'aimes, dans ce que tu sais faire, et ça, c'est cool. Ou dans ce que tu sais pas faire, et après tu sais faire. Ouais. Des artistes, hein, faut pas trop partir dans des trucs hyper techniques, hyper marketing, enfin comment dire. Bah après, marketing, ça peut aussi être important, mais si ça t'intéresse, c'est cool, hein, tu peux y aller, quoi. Mais en fait, il faut c'est surtout faire ce qui plaît, en fait, concrètement. Ouais. C'est ça, faut se faire plaisir. Bah en fait, l'idéal, c'est trouver avoir 1 million de likes à chaque fois que tu postes un dessin. Bah oui, fais du commercial, fais des trucs qui plaisent aux gens. Voilà. Mais après, comment dire, si c'est ton délire de faire des trucs qui plaisent aux gens, franchement, mais go for it. Ouais, oui, complètement. Bah ouais. Faut juste que tu saches que tu le fais pour ça, quoi. Ouais. Et puis l'idéal pour en vivre, on va dire, c'est de trouver le diagramme de Sven où tu as genre d'un côté ce que t'aimes faire, d'un autre côté ce qui rapporte du fric et de voir où est-ce que ça se coupe, quoi. Il y a forcément quelque chose que toi t'aimes, que d'autres gens aiment aussi. Puis surtout, ce qui est hyper important dans une carrière artistique, c'est l'honnêteté. Ouais. L'honnêteté. Ça, c'est partout, ça. Ouais, je pense. C'est partout, mais c'est, comment dire, tu peux, en tant qu'artiste, mais tu peux pas te mentir à ton cœur. Genre, si tu fais quelque chose que tu sais que t'aimes pas, mais que tu le fais quand même parce que c'est lucratif, ça va se sentir. Ouais, et puis même, tu vas te sentir malheureux, quoi. À un moment, ça va se sentir. Les gens, ils vont commencer à avoir dedans. Et puis aussi, il y a ce qui est critique constructive, qui est important. Il faut vachement bien l'apprendre. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des artistes, comme ils ont une énorme fanbase, ils prennent pas toujours très très bien la critique. Alors que c'est comme ça que tu grandis en tant qu'artiste, parce que tu as des artistes qui sont encore très jeunes, après ils vont évoluer avec que des gens qui leur donnent des compliments. Et ce qui fait à la moindre ombre de critique, ils vont commencer à avoir un ego qui va tomber. Ouais. Alors que la critique constructive, je veux dire, même moi, je la reçois de temps en temps et tout, et puis c'est vachement bien. Pour ceux qui ont l'occasion de faire une école d'art, déjà, une première étape pour prendre des critiques. Ouais, mais meuf, en école d'art, mais je te promets, ils te taillent. Surtout à Émile Cole, t'as des profs, mais ils mâchent pas leurs mots, hein. Ils y vont cash. Surtout, ouais, bien sûr. Après, c'est à toi d'essayer de pas le prendre à cœur et pas de le prendre pour toi, mais de le prendre pour ton dessin. Et ils sont là pour t'aider à progresser. Ouais, parce qu'il faut bien. C'est jamais personnel.
Bah, Oui, ouais, c'est ça, normalement. Après, si ça Pas devient avoir personnel, grand c'est que la personne en face de toi, elle est de mauvaise foi, quoi. C'est pas Ah cool. oui, Mais si jamais. clairement. Sinon, faut se Ouais. détacher de ce que tu fais et savoir que, de toute façon, si jamais t'es dans une production après, tout ce que tu fais, le but c'est que ça serve un but. Donc, si jamais ça sert pas le but en question, on peut te dire, genre, bah non, ça va pas. Ça veut pas dire que toi t'es une merde. C'est juste là, en l'occurrence, ça va pas. Ah ouais, c'est ça. C'est pas la Ouais. fin du monde. Il faut éviter de rester fâché tout le temps contre quelqu'un qui est extrêmement mauvais, qui te donne de la critique, parce que mais ils sont là pour ça. En plus, c'est imaginez un peu quelqu'un qui a un gros talent et puis qui vous donne les outils qu'il a appris ou qu'elle a appris pour vous enseigner ce qu'elle sait et puis dire que voilà, être artiste, ce sera pas tout beau tout rose, faut pas refuser quoi. Ouais. Ouais. On a, Et voilà, on a dépassé même 1 heure, on a 1h10. Je vous propose qu'on passe peut-être qu'on finisse là et qu'on clôt et puis qu'on passe aux artistes à proposer. Ça vous paraît ouais, bien? Carrément, ouais. pas de souci. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'Isis, tu peux nous mettre ton artiste dans le canal? J'ai un artiste que j'aime beaucoup, qui est sous-noté, qui s'appelle Tim French et qui s'appelle, attendez, je vais vous l'écrire, il s'appelle Squeaky Ren sur Instagram. Attendez, je vais vous mettre dans le link, c'est @Squeaky Ren. Voilà, il est du sud des États-Unis et puis il dessine des choses qui sont vraiment très psychédéliques avec plein de formes, un peu de coraux, de choses comme ça. Et c'est spécial. Effectivement, c'est quand même très cool. Ouais, et puis c'est un très très bon peintre, mais comment dire, je trouve qu'il est trop sous-noté. C'est clair, j'aime bien son shading, on dirait un peu, ça me rappelle un peu Frank Casa, je sais pas si vous connaissez. Un peu. C'est un gars qui fait des IUSF un peu old school et ça marche vraiment. Enfin, et son shading il ressemble, je trouve, et sa façon de représenter les volumes et tout est cool. Ouais. Voilà. C'est super chelou. Oui. Ouais. Super chelou, mais quand même. En plus, il le fait à la peinture à l'huile. Et moi, j'aimerais, comment dire, je me dis pas, je suis moins douée en peinture à l'huile qu'en digital. J'essaye toujours d'apprendre quand l'envie me vient et quand j'ai les moyens. Mais ce serait bien que. Je m'inspire beaucoup de lui, justement. Ça se ressent. En tout cas, vous avez des points communs dans vos univers, c'est clair. C'est ça. Et voilà, et puis c'est tout. Parce que la plupart des autres artistes, en fait, c'est les Wayne Barlow, c'est les Allen Williams aussi, je sais pas si vous le connaissez. Non. C'est I Just Draw sur Insta. Ça me dit quelque chose. Ça aussi, ça me dit. D'ailleurs, il avait mentionné mon travail à un moment. Il y en a plusieurs des I Just Draw. Ouais. Si, je connais. Il fait des trucs Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est quand même bien badass. Hein. Il est extrêmement balèze et puis il a bossé pour des films et des studios. Mais Oh mon Dieu. Parce que quand j'ai vu ce gars mentionner mon travail, en 10 ans. Genre, ça oui, mais je me dis, mais d'où il sort quand même? Parce que moi, je suis ses travaux depuis genre 2 ans. Et t'as un directeur artistique, caractère artiste qui vient te voir comme ça et qui te dit j'adore tes dessins et tout, mais c'est. Ouais, c'est vachement encourageant, ça fait plaisir, les mots positifs où t'es là genre ok, je suis sur la bonne voie, c'est cool, vu qu'on est tout le temps en train de douter. Ça, c'est nice. Ouais. Il y a un autre artiste 3D que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Necro Borja. Voilà. Borja. C'est un artiste 3D, il fait des assets et puis après il fait des photomontages avec et c'est super bien fait. Effectivement. Ah mais oui, j'ai vu lui aussi. Putain, ça défend. Et il a fait des commissions pour Witcher et Blasphemous, il me semble. Vous connaissez le jeu vidéo Blasphemous? Ouais. De nom seulement. Ouais. C'est un jeu qui est inspiré de tout ce qui est folklore chrétien récent, du type protestantisme, un petit peu. C'est trop bien comme jeu. Tout ce qui est la symbolique de l'Inquisition espagnole.
Oui, bah il y a vraiment genre le jeu, il a une patte graphique qui est genre bien unique et puis en plus en tant que jeu, il a Si l'air vous regardez les concept art, c'est bourré de symbolique, surtout de tout ce qui est Inquisition espagnole, par exemple. Vous savez qu'aux hérétiques, ils leur mettaient une espèce de chapeau pointu qu'on appelait un San Benito. Ils leur mettaient un habit avec des croix et des diables dessus pour dire qu'un hérétique, s'il avait la croix de... Ça s'appelle une croix de Saint-André. C'est le type de croix pour dire... voilà, pour signaler quelqu'un qui est en repentance, en quelque sorte. Et par contre, s'il avait des démons, c'est qu'il se faisait condamner. S'il avait des démons sur son habit, c'est qu'il se faisait condamner. Et je suis en train d'écrire un petit peu parce que si je vous ai dit, l'écriture, c'est ma came aussi. Toi, t'es vraiment une touche à tout, c'est incroyable. Ouais, mais vraiment, il n'y a pas que ça, il y a l'écriture, il y a la cuisine, il y a la musique, mais j'aime bien tester tout. Ça, c'est trop cool. T'as vraiment l'esprit en ébullition, quoi. Ébullition, pardon. Je devais penser à un autre mot en même temps, du coup j'ai dit de la merde, mais ouais. Non, t'inquiète. Parce que moi aussi j'ai un peu un temps d'attente comme ça quand je parle parce que j'ai beaucoup de choses dans ma tête à la fois, ce qui fait que mes paroles, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ouais. Bon. Aki. Comme vous voulez. Bah j'y vais si vous voulez. Allez, vas-y. Ouais, alors du coup, la meuf que je vais présenter, c'est une artiste qui dessine beaucoup et qui fait un peu des BD. Je la suis que sur Insta, donc je ne vois que ces trucs Insta. C'est Bleu Rituel. Et elle fait, du coup, elle a l'air de faire des BD plus complètes et aussi des tas d'illustrations où elle se base beaucoup sur un côté un peu, mythologie celtique aussi, et beaucoup de personnages un peu genre des faunes et tout, et je trouve ça cool. J'aime beaucoup son traité très monochrome aussi, et pareil, du coup il y a un petit côté spellbound quand même. ouais. Comment il est au-dessus, c'est le lien, le dernier lien en date que j'ai posté, et puis du coup pareil, c'est encore quelqu'un à qui j'ai acheté des prints parce que c'est trop cool d'avoir autant de gens à qui quand j'ai de la extra money, je suis là genre hop et je partage avec les copains artistes. Ah ouais. Oui. D'ailleurs, moi je me paye des restos avec. oui, bah chacun. Parce que moi j'aime bien qu'on m'invite à manger. Oui, c'est sympa aussi manger bien. Surtout si c'est vegan. Oui. Il n'y a rien de mieux que de la bouffe gratuite. Ouais. La bouffe et des boissons gratuites, mais appelle-moi. Oui. Enfin bon, voilà. Et du coup, c'est quelqu'un qui a peu de, je trouve, de followers par rapport à la qualité de ce qu'elle fait, même si ça ne va qu'en grimpant. Mais voilà. Du coup, Ok. C'est vachement cool. Ouais. Je me lance du coup. Ouais. Alors moi je présente une petite nénette qui s'appelle Super Adèle. Et en fait c'est une nana que je suis depuis vraiment pas mal de temps en fait. J'ai jamais vraiment interagi avec elle, mais je l'ai vu évoluer et progresser, c'est assez fou. Et je regarde justement ses derniers boulots et il y a toujours sa patte, mais en même temps c'est tellement différent de ce qu'elle faisait il y a quelques temps. Enfin bref. Et c'était très très doux, c'est un peu déstructuré, mais c'est maîtrisé, je sais pas, il y a quelque chose en fait, il y a vraiment une patte, il y a vraiment un univers, et j'aime beaucoup regarder ses illustrations, et je sais pas, voilà, c'est même ses couleurs, un peu, je trouve. Mais je sais pas, j'aime beaucoup. Ouais, ces personnages ils sont trop. Elle fait souvent de l'illustration jeunesse. Comment? Est-ce qu'elle fait de l'illustration jeunesse? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle en a fait. Je sais que dernièrement, elle est encore étudiante, il me semble. Donc du coup, je sais pas si elle est toujours étudiante. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que elle peut s'y mettre. Hein, après, elle était étudiante en animation surtout. Ouais. De ce que je vois surtout, c'est qu'elle fait beaucoup d'illustrations après en anime. Ça se sent les gens qui ont la branche en animation, quoi, qui ont la patte en animation.
parce qu'ils ont un dessin mais qui est très lâché, mais qui en même temps a beaucoup de sens. Qui va direct dans l'expression plus que le rendu à net. Donc, c'est eux qui font les meilleurs posings. Oui. Ouais. Non, mais même ses Cara design et tout. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Donc voilà, je partage. Effectivement, c'est cool. Et moi, du coup, c'est mon tour. Et ah bah, t'as changé. Oui, parce qu'en fait, je suis tombé sur cette personne-là aujourd'hui et je trouve qu'en fait, lui, il est quand même beaucoup plus underrated que l'autre, que je vous présenterai la semaine prochaine. Ah ouais. Je vois. Mais voilà, c'est Kaburo, je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est un coréen qui fait des illus type un peu manga avec des couleurs cheesy et je trouve ça trop bien, quoi. Genre, Putain, c'est excellent. Ouais. c'est trop cool, quoi. Genre, c'est poussé, c'est clair, c'est hyper léché, mais vraiment des couves de manga des années 90, quoi, et ça marche trop bien, quoi. oui. Ouais. Genre la suite orange là avec le gros truc sur la tête, l'espèce de scaphandre qui part dans tous les sens. C'est vrai que ça fait vraiment manga des années 90 côté usine à gaz. Et en même temps qui est trop fun à regarder. C'est vrai. Ouais. Ah non, ça défonce, quoi. Donc, ouais. J'aime beaucoup ça. Les persos sont sympas. Je suis pas toujours fan du manga, mais là, je trouve qu'il y a vraiment une patte, quoi. Surtout dans le manga, on a tendance à avoir des visages un peu stéréotypés, mais C'est ça. C'est qu'en fait, il y a pas mal de mangas où enfin, c'est juste un manga, quoi. T'as pas je trouve qu'il y a pas vraiment de patte de l'auteur. Et là, pour le coup, lui, il en a vraiment une. Là, je trouve qu'il y a de plus en plus de mangas là, qui commencent à, se démarquer. Ouais. Et je trouve que c'est bien parce que moi, c'est longtemps ce qui m'a empêché d'apprécier le manga, c'est que du coup, j'arrivais pas à faire la différence entre les dessins sur différents mangas. Et j'étais là, genre. Mais du coup, ouais, c'est toujours la même chose. En fait, petit à petit, j'en découvre plein et en fait, ça. Après, je pense aussi que c'est la question de ce qui te touche ou pas, parce que quand t'aimes ça, par contre, tu vois très bien les différences entre les différents. Ça. Non, mais le truc, c'est qu'après, j'ai commencé à traîner quand j'étais en prépa, j'avais beaucoup de gens qui étaient fans de manga, de culture japonaise dans ma classe et tout. Du coup, ils m'ont fait découvrir des choses et là, j'ai commencé à apprécier différents trucs et tout. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai pas réussi à voir un peu les spécificités de chaque illustrateur. Et que je trouve encore très présente malgré tout, hein, chez pas mal de monde, hein, mais ce qui est pas grave, c'est juste que moi, ça me touche un peu moins. C'est clair. Mais lui, pour le coup, il a vraiment sa patte que j'aime bien, quoi. Ouais. Ouais. Neat. Voilà. En tout cas, la technique, elle est au top. Hein, putain. Ouais. J'admire tellement les gens. La patience pour faire tout ça, quoi. Ouais, c'est hyper léché. Grave. Super technique quand même. Ah bah ouais, non mais tout est au point là. Hein. Ouais. Ça marche très bien. Ok, bonne découverte. Voilà. Que des bonnes découvertes. Carrément. Yes. Ouais, bah du coup, en tout cas, merci Isis d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et bah c'était un plaisir pour nous aussi. Oui, tout à fait. J'espère que nos auditeurs auront aussi apprécié. En tout cas, pour tous les liens qu'on a énoncés, vous les retrouvez dans la description. Ouais. Et donc on a aussi Instagram, on a Discord, on a l'adresse Gmail au cas où si vous voulez passer un petit coucou. Twitter et tout. Ouais. Twitter aussi. Suivre les sorties et tout. Et puis n'hésitez pas voilà. C'est ça. Ouais. En espérant que ça vous ait plu. Et puis, du coup, à de prochains épisodes. À très bientôt. La suite dans de prochains épisodes. Bye. C'est ça. Salut.